ABK Matin, l'interview. Je vous le disais, le président de l'Alliance patriotique républicaine est l'invité de Sidonie Fikak ce matin, Célestin Jamel. Bonjour Président et heureuse année 2024. Bien, bonjour Sidonie, bonjour Didier, bonjour à tous les auditeurs de l'ABK Radio. C'est l'Alliance patriotique et républicaine. Oui. Alliance patriotique et républicaine, bien noté, c'est la part. Voilà, le Cameroun, président, est secoué par une affaire de mœurs qui implique le sieur Hervé Bobda, présumé coupable d'agression sexuelle, menace avec arme à feu, proxénétisme et entre autres. Est-ce que vous avez l'impression, Célestin Jamel, que cette affaire bénéficie du traitement ou de l'intérêt qui devrait en être fait depuis son déclenchement le vendredi 19 janvier 2024 ? D'abord, je pense que les affaires de mœurs, il faut les prendre très au sérieux. Oui. Parce que je considère que sur le fond, on a besoin d'une société où il existe moins de dépravation, plus d'intégrité et plus d'éthique. Cela dit, sur le fond, il faut bien distinguer deux choses. Il y a les valeurs, le principe. Je veux dire qu'on ne peut pas accepter ou admettre de quelque manière que ce soit les agressions, qu'elles soient physiques, sexuelles ou morales. Oui. On ne peut pas les accepter. Ça, c'est le fond. Oui. Maintenant, quant aux victimes, il faut bien entendu, pour qu'il y ait justice, que ces victimes puissent se plaindre, puissent se faire voir, puissent porter plainte. Oui. Ça, c'est le déclenchement de la recherche de la vérité. Donc, il faut absolument que les victimes, parce qu'il n'est pas revenu que la victime avait déjà porté plainte, je vois plutôt sur les réseaux sociaux des accusations, des témoignages anonymes pour la plupart, Oui. et des femmes et des hommes qui se refusent systématiquement de porter plainte. Je ne sais pas ce qui se cache derrière. Donc, peut-être ils craignent pour leur vie. non, il y a aujourd'hui au Cameroun des méthodes, des possibilités de témoigner sous anonymat. Le juge vous garantit de témoigner sous anonymat. Et le gouverneur, récemment d'ailleurs, a apporté la garantie que les personnes qui viendraient témoigner seraient protégées. Le gouverneur de la région lui-même l'a dit. Et dans tous les cas de figure, si vous voulez que les autres femmes potentiellement victimes de ces bourreaux-là soient libérées, il faut absolument mettre l'affaire au goût du jour. Il faut porter plainte. Parce que comment voulez-vous qu'on établisse la vérité s'il n'y a pas de début d'enquête ? Ça n'est pas possible. Moi, je ne suis pas partisan de ceux qui pensent qu'il faut faire la justice populaire, il faut aller sur les réseaux, juger les gens, colporter et condamner les gens. Internet n'est pas un tribunal. Quand il y a une affaire, soit le juge s'autosaisit, ce qui est aussi son droit, soit les victimes se prononcent. Mais enfin, qu'est-ce qui... Et à ce propos, est-ce que, avec la gravité des faits qui sont relevés, le juge ne pourrait pas s'autosaisir justement d'une affaire comme celle-ci pour faire la lumière ? Mais non, Oui. alors il y a deux choses. Soit on Oui. accuse les autorités judiciaires de pouvoir étouffer l'affaire, parce qu'effectivement, comme vous le dites, le juge a parfaitement le droit de s'autosaisir. Alors là, il faut être très clair. Il faut maintenant mener de ce côté-là aussi une enquête pour voir pourquoi les autorités judiciaires, le procureur en particulier, ne se saisit pas de cette affaire. En tout cas, j'ai vu qu'il y a récemment un collectif d'avocats chapeauté par maître Dominique Fous, Oui. qui a engagé des poursuites de la même manière que la commission des droits de l'homme et des libertés du barreau du Cameroun a également porté plainte. Mais ce ne sont pas des victimes. Oui. Il est incompréhensible que celles qui ont subi dans leur chair, n'est-ce pas, ces atrocités ne puissent pas porter victime. Sinon, il y aurait même un doute sur la potentielle culpabilité de l'auteur, qui a même d'ailleurs porté plainte déjà. Tout à fait. Tellement les victimes sont renfrognées en elles-mêmes, et que vraiment l'auteur présumé... Est-ce que ce n'est pas lié au traumatisme psychologique vécu par ces victimes qui aujourd'hui n'arrivent pas à en sortir et raison pour laquelle elles brisent certes le silence, mais en fait après se présenter comme ça devant tout le monde, ça fait revenir tous ces souvenirs qu'il faudrait oublier obligatoirement. Quand on commence, il faut finir. Je veux dire que elles feraient ce boulot de porte-plainte aussi pour les sœurs qui sont derrière elles, Oui. pour les victimes qui n'ont même pas encore témoigné. Elles Oui. permettraient aussi de libérer les victimes qui n'ont pas encore témoigné. Donc il est important, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. On présente M. Bobda comme un agresseur qui a, depuis 10 ans, une dizaine d'années, agressé plus d'une centaine de personnes. Tout à fait. Alors, soit c'est Hercule, soit, je ne sais pas, c'est un hippopotame intouchable. Il y a un problème, il est en liberté.
Donc, qu'est-ce qui est justement fait en sorte qu'un individu, depuis une dizaine d'années, agresse les filles, qui refuse de porter plainte, et puis qui viennent faire des témoignages sur Internet anonymement? Il y a quand même un problème, il faut s'interroger. On se demande s'il n'y a pas quelque part une espèce de montage. Je m'interroge. On pourrait aussi se demander s'il n'est pas hyper protégé, parce que c'est l'impression que de nombreux Camerounais ont également. On peut se poser toutes les questions, mais d'abord, il faut absolument qu'on essaie de faire tomber ce prétexte de peur de porter plainte, et que ces victimes, mais enfin, il s'agit quand même d'un traumatisme, si je comprends bien. Alors, je veux dire que quand vous êtes déjà mouillé, on n'a plus peur de l'eau. Il faut y aller et puis porter plainte pour qu'enfin les procureurs, les tribunaux soient tenus d'ouvrir un procès, tout au moins une enquête. Oui. De confier l'affaire à un juge d'instruction pour qu'on mène une enquête pour savoir effectivement s'il y a des indices graves et concordants qui permettent de mettre l'État en affaire d'être jugé. Oui. Voilà. Président Célestin N'Djamène, qui devrait être dans le cadre de cette affaire de Hervé Bobda, qui devrait être blâmé dans cette déliquescence des valeurs observées, tant au sein de la jeunesse féminine, accusée dans le cadre de cette affaire d'être attirée par la vie facile? Est-ce que c'est ces jeunes filles ou alors c'est le gouvernement qui n'a pas mis suffisamment de moyens pour encadrer cette jeunesse qui est présente sur les réseaux sociaux sans aucune restriction? Alors, vous voudriez maintenant que le gouvernement restreigne Internet? Non, il faut être sérieux. Je pense que il y a l'accès à certains contenus pour des enfants d'un certain âge. Il faut protéger les enfants. Alors, sauf si vous me dites que ces personnes victimes sont des enfants. Mais enfin, je crois que c'est des adolescents, 15 ans, 16, 17, 18 ans. J'ai plutôt vu de 20 ans, 22 ans. Oui, qui aujourd'hui ont 20 ans, 22 ans, mais qui pendant les faits avaient été des adolescents. Moi, j'ai beaucoup plus vu les adultes. Enfin, le problème important, c'est aussi l'éducation vient de la maison, des parents. Oui. Il revient aux parents aussi, n'est-ce pas, de ne pas donner, de mettre en place une éducation qui permette aux enfants d'avoir quelques valeurs. Mais je comprends très bien qu'il y a aussi une misère qui est permanente, qui pousse souvent certaines jeunes filles ou jeunes garçons à vouloir obtenir l'argent facile. Mais tout ceci, ça rentre dans l'ambiance d'une misère généralisée de la population. Mais ce n'est pas un prétexte, parce qu'il y a des familles pauvres où les enfants ne sont pas forcément, ne se livrent pas, je veux dire, à ce genre d'activité. Oui. Et puis, ça voudrait aussi dire que ces victimes ont été payées par M. Bobda. Alors, dès lors que vous prétendez que vous avez reçu de l'argent de quelqu'un, vous l'avez reçu pourquoi ? Et puis, sorti l'argument du viol, me semble plausible, mais quand même difficile à avaler. Je veux dire que ça veut dire qu'elles étaient donc tenues, informées de ce que attendait cet homme vis-à-vis d'elles, et sont allées, je ne sais pas de quelle manière, chez lui, et elles ont subi toutes ces atrocités. Mais encore une fois, ça, nous sommes dans le cadre d'une éventualité de procès, parce qu'après tout, tout auteur est présumé innocent. Je ne suis pas, je le répète encore ici, pour la justice populaire. Internet... Bien sûr, ça nous informe de beaucoup de choses, mais ça n'est pas un tribunal. Les affaires de tribunal sont des affaires extrêmement sérieuses. Il y a des juges spécialisés dans la mise en place d'une enquête, et il revient à eux seuls, bien sûr, de nous dire la vérité. Pour faire éclater la vérité, il faut mener des enquêtes pour savoir si ces jeunes filles... parce que parfois, j'ai vu des reportages et des témoignages un peu décousus. Oui. Il faut voir si elles n'ont pas été payées, corrompues par je ne sais qui, pour faire ces témoignages pour quelques-uns. Pour quelques-uns, l'intérêt de l'argent. Il y a aussi des lanceurs d'alerte qui parfois peuvent effectivement se mettre dans une espèce de buzz pour faire monter leur cote de popularité. Tout ça, c'est des hypothèses. Oui. Tout ça, c'est des hypothèses. Donc, c'est la raison pour laquelle il est impératif qu'une enquête soit ouverte. Mais pour qu'une enquête soit ouverte, il faut bien sûr que la plainte soit déposée aussi par la victime pour enlever toute suspicion. Même si les avocats, le collectif des avocats ainsi que la commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun l'a fait, mais peu de monde comprend que ces jeunes filles ou ces jeunes garçons qui ont été abusés ne puissent pas eux-mêmes porter plainte. Il y a quand même un problème. C'est vrai qu'il y a parfois un sentiment de honte de savoir qu'on a été victime d'un certain nombre de violences, sexuelles. Il ne faut donc pas se plaindre dans ce cas-là. Bon, en fait, c'est une affaire qui défraie la chronique, et juste aujourd'hui, pour ce qui est donc de ce cas de
de Hervé Bobda, est-ce que c'est pas parce qu'aussi il y a comment je vais dire ça, il y a des ramifications derrière qu'il semble ne pas être inquiété jusqu'aujourd'hui, parce que on se serait quand même attendu à ce que après que le collectif d'avocats dirigé par Maître Fausse ait déposé une plainte et puis cette organisation des droits de l'homme ait déposé la plainte, ça pouvait quand même être un élément déclencheur, ne serait-ce que d'une convocation dans un tribunal pour qu'il puisse s'expliquer. Est-ce que c'est pas parce que les choses ont tendance à traîner, les victimes n'ont pas l'impression que les autorités se sont véritablement saisies de cette affaire, qu'elles se disent finalement ça ne sert à rien d'aller déposer des plaintes parce qu'on a des organismes qui l'ont déjà fait, mais rien n'a changé? Bon, il y a un adage juridique qui dit que nul ne plaide par procureur. C'est-à-dire que si quelqu'un vient défendre votre cause, il faut que cette personne reçoive un mandat de votre part. Oui. Ces avocats qui se sont, pour des raisons plus ou moins humanitaires, mis en avant pour porter plainte, je les félicite. Mais pour autant, il faut bien savoir que si un procureur, puisque l'affaire est tellement répandue dans les réseaux publics, si un procureur reçoit la plainte, il doit en principe s'empresser tout au moins, en tout cas les avocats qui représentent leurs clients doivent s'empresser de dire si oui ou non l'affaire est inscrite au rôle. Au rôle, ça veut dire que est-ce que l'affaire, un procès a été programmé. C'est aussi le rôle d'un mandataire d'annoncer à son client éventuellement si une affaire a été programmée au tribunal. Pour l'instant, on n'a pas de retour là-dessus. On considère donc que le procès n'est pas ouvert, en tout cas que le procureur, officiellement, en tout cas de ce qui nous revient, qu'il n'y a pas d'affaire, entre guillemets, Bobda. Voilà, donc il est important que pour éviter les supputations, encore une fois, que les victimes puissent elles-mêmes aller de l'avant. Il y a des mesures de protection qui peuvent être faites. On peut témoigner sous anonymat. Il y a des mesures pour ça. Donc le prétexte qu'elles ont peur, moi, ne me convainc pas du tout. Oui. Puisque celles qui n'ont pas peur, il y a dans le monde des femmes qui portent plainte pour viol, pour agression sexuelle. Voilà, et les choses se passent très bien parce qu'en même temps, c'est aussi, n'est-ce pas, un gilet pare-balles contre le prédateur éventuel et pour les jeunes filles qui auraient pu être victimes. Donc porter plainte, c'est bien, puisque ça protège. Ça protège. Et vous-même et les autres qui auraient pu être victimes le lendemain du prédateur, puisqu'il sera mis aux arrêts. Et plutôt que ça, on nous sort des prétextes du genre on a peur de porter plainte, ceci, cela. Non, c'est pas sérieux. C'est pas très sérieux. Président Célestin Diamène, président de la PAR, est l'invité de Abeka Matin ce jour. Au-delà de l'affaire Hervé Bobda qui fâche, nous avons également la débâcle des Lions indomptables qui divise les Camerounais. Notre élimination prématurée de la CAN Côte d'Ivoire 2023 à l'étape des huitièmes de finale a suggéré, président, à de nombreux Camerounais d'exiger la démission de Rigobert Song à défaut d'être limogé par Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT, qui lui-même passe sur le grill comme étant le comptable principal de l'échec de cette équipe. Une équipe dont la performance se trouve à des années-lumière de l'épopée glorieuse des Lions indomptables. Qui est à blâmer? Est-ce que les Camerounais ont raison aujourd'hui d'exiger les têtes de Rigobert Song Bahana et par là même celle de Samuel Eto'o-Fils? Bon, moi personnellement, j'exige la démission ou le limogeage de M. Rigobert Song pour cause d'incompétence notoire. Oui. Je l'ai écrit, je l'ai dit, je le répète. Parce que sous d'autres cieux, quand un entraîneur, en 6 mois seulement, ne fait pas les résultats attendus, il est tout simplement remercié. Alors d'où vient-il qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne un entraîneur qui d'ailleurs, qu'on a vu en U17, en U20, en U23 et même en A', qui n'a produit aucun bilan, comment se fait-il qu'il ait été promu en senior? Moi, je n'arrive pas à comprendre cette méthode, de promotion. En principe, on promeut les gens qui ont réalisé des bilans satisfaisants lors de leurs fonctions antérieures. Ça n'est pas l'inverse. J'ai l'impression qu'ici, dans ce pays, on marche sur la tête. Et puis, par ailleurs, pour respecter le parallélisme des formes, vous savez que c'est un décret du président de la République qui avait nommé Rigobert Song. Oui. Vous savez, officiellement, c'est ça. Oui. On sait très bien que... Mais sous proposition de
Ça n'a pas été dit, mais on Oui, devine on peut deviner quand même qui a proposé qu'il soit nommé. Voilà, mais ça n'a pas été écrit ni dit comme ça. Mais en tout cas, tout le monde sait qu'effectivement, nous voulions un entraîneur camerounais. Moi-même, je persiste à dire que nous voulons un entraîneur camerounais, mais compétent. On n'a pas voulu de n'importe qui. Oui. Il y a quand même des entraîneurs camerounais qui sont en même de relever, qui ont des diplômes d'ailleurs, qui ont fait leurs preuves sous d'autres cieux. Quelques-uns. Non, c'est pas important de la citer, mais ils sont nombreux. Hein. On Oui, va les citer. Il y a les certains avancent les noms Achille Weibo de temps en temps, Patrick Mboma, et oui. puis un certain, je ne sais pas, Joël Palais, ou je ne sais pas. Oui. Il y a un entraîneur camerounais au Portugal. Il y a effectivement aussi Achille Weibo qui a déjà managé les équipes de première division en Champions League en Turquie. Il y a des Camerounais qui sont tout à fait capables de montrer de quoi ils peuvent vraiment être capables, si j'ose dire. Donc, je crois qu'il est temps de créer ce déclic, de ne pas encourager la médiocrité, parce que Rigobertson est médiocre. En 23 matchs, je crois qu'il a 4 ou 5 victoires, hein, et ça n'est pas possible. Depuis 2021 qu'il est nommé, on va de Bérésina en Bérésina. On ne peut pas continuer comme ça. Il ne manque pas d'entraîneurs au Cameroun. Mais Président, certains vous diront que s'il faut limoger aujourd'hui Rigobertson, il faut également accuser Samuel Eto'o-Fils d'être en train de l'encadrer, de le protéger, de le maintenir à la tête de cette équipe. On ne pourrait pas dissocier l'action de Rigobertson de celle du président de la Fédération camerounaise de football. Oui, c'est ce que nous disions tout à l'heure. C'est-à-dire que si la nomination de Rigobertson a été initié par Samuel Eto'o, il en revient qu'effectivement il doit procéder de la même manière pour que cet entraîneur soit remercié, soit limogé. Mais je ne veux pas qu'on confonde la fonction de manager à celui de technicien. Oui. Le président de la FECAFOOT est là pour le développement du football amateur, du football tout court, pour aider les clubs à s'émanciper, pour mettre en place les championnats de différents ordres. Par exemple, vous avez les championnats juniors, les championnats cadets, construire les stades municipaux un peu partout comme il a promis. Et puis je pense que ça commence quand même à se mettre en place. Oui. Il n'est pas là pour assurer techniquement sur le terrain les résultats. Il y a un coach et même un manager sélectionneur pour ça. Et il y a un encadrement technique qui a la mission effectivement de définir un schéma tactique, de mettre en place des mesures qui puissent permettre aux Lions, n'est-ce pas, d'avoir de bons résultats. Je ne pense pas que sur le plan technique, le président de la FECAFOOT soit directement concerné. Mais bon, effectivement, ça sera inscrit sous son règne, sous son bilan. Comprenez ce que je veux dire? C'est là où je voulais en venir, parce qu'aujourd'hui, parler comme ça, c'est un tout petit peu comme on pourrait aussi penser dédouaner notre président de la République, qui nomme des ministres qui, à un moment donné, ne font pas toujours ce qu'il faut. Mais lorsqu'il faut être comptable de l'échec du gouvernement et de toute la politique gouvernementale, la personne à qui revient le chapeau qui devrait être porté, c'est le président de la République naturellement. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas applicable dans le cadre du sport? Non, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Quand vous prenez le cas de la politique, le président de la République est chef de l'exécutif. L'exécutif étant constitué du gouvernement et de son entourage immédiat à la présidence. Ça veut donc dire que le président décide et son gouvernement exécute. Comme l'indique d'ailleurs le mot exécutif. Dans le cadre du sport, notamment du football, nous avons un président de la FECAFOOT qui est un manager. Qui propose quand même une feuille de route. Qui est un manager qui n'est pas simplement là pour l'équipe nationale. Oui. Il est là aussi pour développer le championnat, pour développer le football. Bon, moi, je me dis qu'à chacune des composantes, il y a quand même une feuille de route qui est présentée. Chacun se doit de la respecter. Il y a une feuille de route. Dans la plupart des pays, ce n'est jamais le président de la fédération qui est limogé, sauf s'il y a un cas personnel extrêmement grave qui incite à sa démission ou à son limogeage. Mais en général, vous comprenez que très souvent, quand les entraîneurs sont recrutés avec une feuille de route, comme vous le dites, mais qui ne remplissent pas ces feuilles de route, ils sont tout simplement remerciés. Il y a des présidents de fédérations dans le monde entier qui ont connu plusieurs entraîneurs. Aujourd'hui, par exemple, prenez le cas de l'Algérie. Il ne me semble pas que M. Benous, qui est président de la Fédération algérienne de football, ait démissionné parce que l'Algérie est sortie au premier tour. Et M. Belmadi, au contraire,
a été remercié. C'est le cas également du président de la Fédération gambienne de football, n'est-ce pas, qui a été remercié ou qui a démissionné. Ils sont pleins, la Tunisie, ils sont tous partis. Mais les présidents respectifs de ces fédérations sont bien en place. Donc on arrête de me dire qu'il y a un lien automatique entre le président d'une fédération et les résultats sur le terrain. Monsieur Eto'o n'est pas avant-centre, enfin il l'a été. Hein. Il ne va quand même pas venir amortir la balle à la place de nos bras cassés qui sont sur le terrain. Parce que je suis désolé de dire que malheureusement ces mauvais résultats étaient prévisibles. Quand on voit la prestation des joueurs qui jouent, pardon pour les demoiselles, mais comme des demoiselles, c'est quand même un sport masculin, sur le terrain. Comme des princesses. On se demande, non, on se demande quand même comment on pouvait imaginer le contraire. Même si, à titre personnel, moi je me réjouis toujours quand les Lions se qualifient, quels que soient les moyens. Parce qu'en vérité, c'est mon pays, j'en ai qu'un. Je n'ai pas envie de lier les résultats sportifs à l'existence d'un gouvernement. Qui est malgouvernance ou bonne gouvernance, je m'en tape. Ce qui importe pour moi, c'est que mon équipe que j'aime, mon pays que j'aime, puisse avancer. Bon, maintenant, quand on observe de manière froide, effectivement, l'évolution de cette équipe depuis 2 ans et demi maintenant, on parle tout le temps de reconstruction, on ne pouvait pas s'imaginer autre chose que cette défaite cinglante. Sur le terrain, ils jouent comme des lourdeaux, ils courent comme des tortues, si j'ose dire, et ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? On a affaire à une race de Camerounais, de footballeurs camerounais, totalement à côté de la plaque, totalement démantibulés, qui ne produit absolument rien, incapable d'être agressif sur le terrain, incapable même de cadrer un tir. Je prends l'exemple du match d'avant-hier. 100 minutes de jeu, sans un tir cadré, c'est un record historique. Ça n'a jamais existé. Et puis quand on est entraîneur, on ne peut pas changer de visage à chaque match. Il faut construire une équipe type. Ça, c'est quand même la moindre des choses. On ne peut pas admettre qu'un entraîneur puisse à chaque match sortir une équipe nouvelle. C'est quoi cet entraîneur? Ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas le garder plus longtemps. Certains disent qu'il reçoit des consignes. C'est vrai que ça reste au niveau des supputations, mais après... Alors, s'il est une passoire, s'il est juste transparent, on passe sur les talkie-walkie ou les consignes. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il faut un peu de fierté et qu'il ait quand même l'élégance de démissionner. Son Rigobertson, qu'on a connu, vaillant, dynamique, qui incarnait même à un certain moment le Hemley, ne doit pas se réduire aujourd'hui à un légume, qui serait devenu un pantin, comment dirais-je, pour d'autres personnes. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Et donc, l'argument avancé par le sélectionneur-manager, qui a bien tenu à faire la précision entre la différence qu'il y a sur la différence qu'il y a entre un sélectionneur-manager et un entraîneur, son argument selon lequel l'équipe est en pleine reconstruction ne tient pas la route selon vous? Alors, je crois qu'il va falloir finalement rebaptiser les Lions indomptables en Lions reconstruction. J'ai l'impression que cet argument, depuis 20 ans, il est complètement mis en avant. Chaque fois, on parle de reconstruction. Mais quand on va à une compétition, ce n'est pas pour reconstruire. On va à une compétition pour la gagner. On va à une compétition parce qu'on est prêt. C'est quoi ce prétexte fallacieux de reconstruction? Une équipe normale doit pouvoir assurer une pépinière. Quand il y a des titulaires qui sont sur la pelouse, en principe, on sait qu'ils ont des doublures. Tout à fait. Il y a toujours au moins 22 joueurs qui sont convoqués. C'est quoi cette histoire de reconstruction? C'est insensé. Enfin, chaque fois qu'on perd, on parle de reconstruction. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de reconstruction quand on gagne? Encore qu'on gagne très peu, c'est vrai, je comprends. Oui. Mais à chaque fois, on ne parle de reconstruction. Il faut arrêter avec des faux arguments. L'entraîneur n'est pas à la hauteur. Il est totalement nul. Pardonnez-moi ce mot un peu viril, un peu agressif, mais je crois que vu la situation, ça vaut le coup. Donc, à mon avis, la première chose qu'il y a à faire, c'est d'abord de procéder à ce déclic. Oui. Ça se fait dans toutes les équipes du monde. Quand l'entraîneur ne peut pas assumer, n'est-ce pas, les objectifs qui lui ont été assignés, eh bien, il démissionne ou on le démissionne. C'est aussi simple que ça. Oui. Donc, moi, je redis qu'il faut refondre entièrement cette équipe. L'équipe qu'on a vue là, il faut la refondre. Oui. Il faut revenir, n'est-ce pas, à la base sur le plan local, réorganiser notre championnat, redynamiser notre championnat, mettre en place des mesures qui puissent permettre aux jeunes joueurs locaux, n'est-ce pas, de fournir le meilleur d'eux-mêmes et pourquoi aussi pas inciter les gens à aller au stade. Oui. Parce qu'un footballeur, moi je l'ai été, nous sommes fiers quand on joue dans des stades pleins.
Comprenez ce que je veux dire? Oui. Quand on joue dans un stade Ça plein, galvanise. on a envie, effectivement, Oui. ça dynamise, Oui. ça donne le meilleur de soi-même, Tout etc. à fait, etc. oui. Mais là, à part peut-être la Dynamo et le Bamboutos, rares sont les matchs où vous voyez quand même une certaine affluence dans les stades. Donc il faut travailler dans ce sens-là. Je crois que M. Eto'o a commencé à le faire, mais il faut continuer de plus belle. Parce que quand vous regardez les 5 trophées continentaux qu'on a remportés, on se rend bien compte que les 5 trophées ont été remportés par des Camerounais qui ont fait des championnats du pays Oui. avant de quitter le pays, et ce, largement après l'âge de 20 ans. Et donc là, vous posez le problème de la binationalité. Est-ce que c'est Oui. ce qui fait Oui. problème dans cette équipe nationale aujourd'hui? Il y a un problème en ce sens que je pense qu'il y a des détails qui valent la peine d'être notés. Oui. Vous comprenez? Parce que je considère que il n'y a pas que la détermination et la foi qui font qu'une équipe puisse gagner. Oui. Mais je crois que le Hemley, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, compte aussi dans la détermination, dans le jeu d'une équipe. Pourquoi? Parce que vous prenez le cas de ce qui nous concerne aujourd'hui, pour l'équipe du Cameroun. Vous avez des enfants qui ont quitté le pays à l'âge de 5 ans ou de 10 ans, Oui. qui ont évolué dans des pays étrangers, qui ont eu un environnement occidental pour la plupart, et qui ont même parfois, pour certains, je peux citer Olivier Kemen, qui a joué dans l'équipe Espoir de la France. Oui. Donc, le sentiment d'être Camerounais est certes réel, mais ils ne sont pas imprégnés de la même ardeur qu'un garçon qui a grandi en Commando, à Daïdo, Oui. à Bepanda, à Damas, en Komkana, à Mimouman ou bien en Vogada. Ce n'est pas la même chose. Oui. Parce que quand on joue, quand on a grandi au pays, quand on a fréquenté tous ces championnats d'interquartier, quand on a été mis au parfum de tout ce qui concerne l'environnement camerounais à la dure, ben, je crois qu'il y a quand même une différence avec un binational qui est né sous un climatiseur ou sous des climats plus ou moins, comment dirais-je, rafraîchissants, et ils vont simplement venir jouer parce que leurs parents sont camerounais. Encore qu'il y en a qui disent qu'ils jouent avec l'équipe nationale du Cameroun par dépit. C'est encore pire. Donc là, vous aggravez encore la situation. Donc tout ceci pour dire que, et j'ai proposé, le mouvement que je préside propose, qui est effectivement le fait qu'on sélectionne les joueurs, d'abord qui ont fait le championnat du Cameroun, c'est important, Oui. et ensuite qui ont quitté le pays à un certain âge. Oui. C'est un détail pour certains, mais pour moi ça compte. Oui. Ça compte parce que cette envie de se donner à 100% pour le pays, ça n'est pas donné à tout le monde. Oui. Et ça n'est pas sans fondement. Se donner à 100% quand on a joué enfant pour son quartier, quand on a les gens, les amis d'enfance qui vous regardent au quartier, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est plus révigorant. C'est plus entraînant, Oui. quelque part. Et il y en a 2 qui ont été convoqués dans le cadre de cette compétition, qui sont des joueurs locaux qui n'ont pas pu jouer. On parle de Ateba et puis de Douala. Ils n'ont pas pu montrer ce dont ils étaient capables. Peut-être que si on les avait vus sur le terrain, on aurait davantage compris peut-être cet esprit MLE que vous essayez de nous expliquer depuis. Oui, mais bon, il y a le jeune Nathan Douala et Oui. M. Ateba de Dynamo de Douala. Oui. Bon, il y a 2 joueurs locaux, mais encore une fois, il faut partir de la base, il faut faire un vrai championnat, parce que le fait même simplement d'appeler 1 ou 2 joueurs locaux, et les 25 autres sont de la diaspora, ça pose un problème, comprenez. À l'époque, on avait aussi des joueurs de la diaspora, mais sauf que ces gars-là étaient partis du Cameroun Oui. à un certain âge déjà, ils ont connu les difficultés du Cameroun, ils ont appris à défendre avec les viscères leur pays. Je ne suis pas sûr que ceux qui ont la binationalité puissent avoir ce Hemley, comment dirais-je, de manière authentique. Il peut s'acquérir. Oui. Par exemple, on peut vous briefer sur l'esprit des lions indomptables, on peut vous éduquer, Oui. mais ceux qui sont partis d'ici à un certain âge l'ont de manière beaucoup plus vivante, Oui. de manière beaucoup plus poignante. Je ne sais pas, je l'explique avec mes mots, mais chacun doit comprendre que je persiste. Ce n'est pas que ça qui fait gagner, il faut une certaine technicité aussi, mais je crois qu'il faut ça aussi. Ce détail, pour moi, ça compte. Oui. Ça compte, les joueurs qui sont partis du pays à un certain âge, qui ont une certaine maturité. Les joueurs qui vont partir à 13 ans ou à 14 ans, c'est bien gentil, ils vont évoluer peut-être dans des clubs européens ou ultra-européens intéressants. Mais sur le plan de la défense, de l'amour pour son pays, je regrette, ça n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Quand un Marc Vivien Fouet, qui a grandi dans les
dans les rues de Yaoundé, jouait sur le terrain. Le gars était prêt à mourir. D'ailleurs, il est même mort, il est mort sur scène, si j'ose dire. Oui. Donc prenez simplement ce symbole-là. Quel gars de la diaspora peut mouiller autant son maillot? Je persiste ces signes. Même s'il y a des gens qui sont bouchés du cerveau, ne veulent pas comprendre, je suis désolé, je persiste et je signe qu'il faut mettre des critères drastiques. On ne pourra pas réussir à recruter, à faire jouer des gens et attendre de bons résultats si à chaque fois on a des gens, des enfants qui sont nés à l'étranger, qui sont certes camerounais, dans le sang, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas connu cet environnement. Il y a un état d'esprit camerounais. Il y a quelque chose qui est particulier au Cameroun. Ça compte pour moi. Ça compte. Qu'on ne vienne pas me dire que non, c'est un détail. Oui, c'est un détail peut-être, mais c'est un détail qui compte. Donc il faut tenir compte à l'avenir de ce critère-là. Oui. Il y a Didier Yum qui pense que la reconstruction est une utopie et que l'équipe nationale de football est prise en otage par des factions politico-rivales. Il y a longtemps que le football n'est plus un jeu. Enfin, le football est devenu un outil pour beaucoup de gens, pour certains États, même un instrument politique qui permet souvent à certains gouvernements de faire de la propagande. Mais je crois que nous, qui sommes des vrais amoureux de la balle ronde, de la petite balle ronde, il faut absolument se fixer, se focaliser sur le jeu. Pour qu'on ait de bons athlètes, de bons footballeurs, il y a des conditions. Quand j'ai commencé à les indiquer, mais il faut déjà sur le plan technique un bon staff, un bon coach. Il faut supprimer cette connerie de manager-sélectionneur. Où il y a un entraîneur, où il n'y en a pas. Parce que ça permet aux incompétents de sortir des prétextes après, du genre je suis encadreur, je ne suis pas entraîneur. Quand ça ne marche pas, ils disent ça. Mais quand ça marche, ils sont entraîneurs. Ils ne l'évoquent même pas. Donc, il faudrait déjà supprimer cette connerie de manager-sélectionneur. Ça n'a aucun sens. On est entraîneur, sélectionneur, point barre. On sélectionne, on recrute, on prend ces petites notes, on va dans les stades, dans les pays, on regarde, on observe et on retient des noms, n'est-ce pas? Et on entraîne parce qu'on est formé pour ça. Tout à fait. Alors, pourquoi ne pas mettre un fonctionnaire dans ce cas-là à la tête de l'équipe nationale de football? Prenez un fonctionnaire, puisqu'il est sélectionné, c'est rien du tout. Et on sélectionne. On va voir un entraîneur, on dit tiens, je veux le numéro 10 de cette équipe-là, et puis voilà, c'est bon. Donc, il faut supprimer cette bêtise, il faut réhabiliter la fonction d'entraîneur, sélectionneur. C'est aussi simple que ça. Président Célestin N'Djamène, un mot sur la politique pour parler de la coalition initiée par l'honorable Jean-Michel Nitu à travers la plateforme Alliance politique pour le changement APC, qui invite certains leaders de l'opposition, des membres de la société civile, à soutenir la candidature de Maurice Kamto à la faveur des élections présidentielles prévues en 2025 ou avant. Qu'est-ce que cela vous inspire? Que vous inspire cette démarche? Cette image m'inspire que du mépris. Monsieur Kamto est un bluffeur, c'est un charlatan de la politique. C'est pas lui qui a initié le mouvement, c'est l'honorable Jean-Michel Nitu qui est à l'origine de cette coalition. On sait bien que c'est le SBI, le pion que monsieur Kamto avance pour le faire habiliter comme candidat de cette coalition. Nietzsche lui-même est dans de graves difficultés parce que vous savez qu'il vient de réhabiliter, de ressusciter un vieux parti qu'il avait créé, je crois, dans les années 90 et qu'il a très peu de chances d'être réélu dans sa circonscription de Douala de Vouri-Est. Et c'est la raison pour laquelle il pense que avec le MRC, il pourrait peut-être bénéficier de quelques voix de ses électeurs. Donc c'est davantage pour ses intérêts personnels qu'il le fait que pour les intérêts du MRC proprement dit. C'est une association de malfaiteurs politiques, il faut bien le savoir. Et c'est très fort les mots. Oui, mais c'est très fort parce qu'il ne roule pas pour le peuple. La politique, c'est quand même fait pour les autres. C'est pas fait pour ses petits intérêts égoïstes. Or, ces gens sont dans les intérêts purement égoïstes. Il faut le comprendre. Donc les mots ne sont pas assez durs pour qualifier ces gens qui viennent empoisonner la sphère politique. D'abord, son pseudo-champion, M. Kamto, n'est pas qualifié pour être candidat à la présidentielle pour des raisons que vous savez. Donc il ne peut pas être candidat. Alors j'ai entendu des arguments absolument risibles du style le MRC a des élus. Avocats. Alors démontrez-moi comment un parti qui a boycotté a des élus, peut avoir des élus.
Peut-être Je comprends pas. par alliance. C'est-à-dire? Avec d'autres partis qui en ont. Ça veut dire quoi? Quand on veut des élus, on va aux élections. On présente une liste aux élections. C'est ça, avoir des élus. L'élection est sacrée. Nous sommes dans un État républicain où le pouvoir s'acquiert par les élections. Si vous ne partez pas aux élections, vous ne pouvez pas avoir d'élus. Le fait de récupérer, de recycler certains démissionnaires d'autres partis, que vous n'avez jamais présenté, ne fait pas de vous un parti représenté dans les parlements. C'est aussi simple que ça. Alors voilà un monsieur qui a proclamé qu'il boycottait les élections et qu'il en acceptait les conséquences. Maintenant, il retourne de manière incroyablement incohérente sa veste pour dire qu'il a des élus. Mais c'était quand même à se retourner dans sa tombe pour ceux qui ont fait de la politique aujourd'hui et qui ont laissé des souvenirs. Non, franchement, je crois qu'il faut oublier cette histoire qui ne tient pas la route. Il faut simplement redonner aux jeunes Camerounais le goût de refaire confiance, si c'est possible un jour, aux hommes politiques, parce que ce type d'homme politique vraiment désespère encore davantage les jeunes qui ont du mal même à aller s'inscrire dans les listes, dans les centres de l'ECAM. Et je profite de l'occasion comme offre Abeka pour demander aux jeunes Camerounais d'aller s'inscrire massivement, à défaut d'obtenir la réécriture du code électoral, mais au moins aller vous inscrire. L'arme du bulletin de vote est une arme utile. On ne peut pas se plaindre au quartier infiniment et en même temps refuser d'aller s'inscrire. Donc le premier geste citoyen qu'il faut mettre en place pour la jeunesse, pas seulement pour les jeunes, pour les moins jeunes aussi, c'est d'aller s'inscrire d'abord et éviter ce festival assez alarmant de certains roublards politiques qui viennent nous brasser, nous vendre du vent. Ça ne fonctionne plus. Donc pour vous, c'est péremptoire. Le professeur Maurice Kamto ne pourra pas prendre part aux prochaines élections présidentielles dans ce pays. Mais, pour vous aussi, j'espère. Sauf si vous avez une position un peu tranchée, mais je crois que sur le plan juridique, eh bien, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il ne remplit pas les conditions. D'avis à donner sur la question. Merci Célestin Djamène, président de la part, d'être venu ce matin sur Abeka Matin. Merci à vous encore, président Célestin Djamène, et à très très bientôt. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.